Mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Madame la Présidente, pour évoquer le rapport thématique que vous avez fait avec le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, donc un rapport que vous m'avez remis officiellement ce matin, et je vous en remercie, sur lequel on va pouvoir parler. Ce rapport, vous allez donc nous présenter ce rapport. Donc, Madame la Présidente, Madame Catherine Dessalins, vous occupez déjà ce poste depuis un certain temps et vous n'êtes pas, depuis 2022, si je ne me trompe pas, et vous n'êtes pas à votre première audition devant notre commission. Ce qui n'est pas le cas, par contre, pour son secrétaire général, il me semble. Hein, c'est une première pour vous, Monsieur Vincent Berthelet. Donc, soyez les bienvenus. Le Haut Comité de la fonction d'évaluation de la condition militaire est un organe indépendant qui a été créé en 2005 pour informer le Président de la République et le Parlement sur l'état de l'évolution de la condition militaire, chose qui est très importante car il est important pour nous de préserver la singularité militaire, entre autres, et votre regard expert est vraiment très précieux pour nous les parlementaires. Donc, le dernier rapport du Haut Comité traite de la condition militaire des réservistes, qui sont des citoyens qui s'engagent au service de la nation, qui ont des activités civiles, mais aussi donc militaires. Le recours aux réserves est devenu déterminant pour soutenir les capacités de nos forces armées. Ils assurent des missions courantes et ils sont capables de faire face à des crises majeures si besoin. Quelque part, ils participent à la résilience de notre pays. Les réserves constituent également un élément essentiel du renforcement du lien nation-armée, qui est très important, qui existait beaucoup plus dans le passé lorsque les citoyens faisaient un service militaire. Mais maintenant, la réserve est un nouveau lien et c'est vrai qu'il est important de le préserver. L'objectif fixé par la loi de programmation militaire 2024-2030 est de doubler les effectifs de réserve opérationnelle dans les armées d'ici 2030 et d'atteindre ainsi 80 000 réservistes à l'horizon 2030, contre 40 000 aujourd'hui. Alors, cette montée en puissance de la réserve opérationnelle vaut également pour la gendarmerie qui vise 50 000 réservistes d'ici 2027, contre 33 000 actuellement. Comme le souligne votre rapport, la réussite de cet objectif nécessitera, entre autres, l'élargissement du recrutement des réservistes, qui est composé essentiellement de nos jours, si j'ai bien compris, d'anciens militaires, mais qui doit être certainement plus ouvert vers le monde civil. Pour être complètement efficient, la réserve opérationnelle doit être rénovée, ainsi, afin de répondre à plusieurs enjeux majeurs, notamment veiller à une condition militaire équilibrée, attachée aux suggestions auxquelles doivent répondre les réservistes, mais aussi en étant attentif aux justes compensations liées à ces suggestions, qui est celui de l'État militaire. Enfin, il est important de garantir le respect du bon niveau d'activité de nos réservistes. Ça va jouer d'ailleurs sur l'attractivité, à mon avis, de la réserve. D'informer et d'associer étroitement les employeurs civils, à mon avis aussi, mais tout ça, je pense que vous l'avez, j'en suis sûr, vous l'avez évoqué et vous allez peut-être nous en parler tout à l'heure à travers votre rapport. Et enfin, il est important de valoriser et de faire connaître pleinement la plus-value des missions de nos réservistes opérationnels au sein des forces armées, mais également au sein de la société civile. D'ailleurs, pour rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise se réjouissent que leur personnel aille faire des périodes de réserve, car ça participe à leur émancipation personnelle, le fait d'avoir une double activité et qui parfois en plus leur apporte quelque chose qu'ils peuvent ramener au travail. Enfin, un sujet important, donc sans plus tarder, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, je vais vous laisser la parole. Et vous avez parlé devant un certain nombre de députés experts en la matière, et entre autres devant notre collègue Christophe Blanchet, qui a participé et qui a fait un rapport d'information sur les réserves il y a quelques années. Donc vous avez une assemblée attentive et qui va vous poser un certain nombre de questions dans un exercice assez difficile parce que les orateurs de groupe, je vous le rappelle, n'ont que 2 minutes pour s'exprimer et les autres
qu'une minute. C'est un exercice difficile, mais vous avez bien respecté tout ça jusqu'à maintenant et je vous en remercie. Donc à vous, madame, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, c'est toujours un plaisir et un honneur de venir m'exprimer devant vous et surtout quand je vois que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui par la qualité de vos questions et des échanges que nous pouvons avoir qui continuent de nourrir notre réflexion car l'étude d'un sujet ne s'arrête pas à la remise du rapport. Le Haut Comité a décidé de consacrer son 18e rapport aux réserves en prenant connaissance de l'objectif très ambitieux que fixe, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la loi de programmation militaire 2024-2030 pour les réserves et en ayant en tête l'objectif également ambitieux que fixe la LOPMI s'agissant des réservistes de la gendarmerie nationale. Dans un premier temps, je reviendrai sur le constat que dresse le Haut Comité. Ce constat, vous l'avez vous-même souligné, Monsieur le Président, c'est que les réservistes sont d'ores et déjà indispensables aux forces armées pour accomplir toutes les missions qui leur sont aujourd'hui confiées. Au nombre total de 74 343 en 2023, les volontaires ayant signé un engagement de servir dans la réserve opérationnelle représentent déjà 20% des militaires d'active au ministère des Armées et 34% de ceux de la gendarmerie nationale. Et le taux atteint même 50% au sein du service de santé des armées. Chaque jour, ce sont 5 670 réservistes opérationnels qui sont employés dans les forces armées. Les missions assurées ne sont pas tout à fait de même nature selon qu'elles le sont au sein des armées, où elles se répartissent entre des missions opérationnelles à 22%, des missions de renfort et des missions de formation et d'entraînement pour 31%. Au sein de la gendarmerie nationale, ce sont 75% de missions opérationnelles, 13% de missions de renfort et 12% de formation. Derrière ces chiffres, on distingue trois grandes familles de réservistes, vous l'avez vous aussi évoqué, Monsieur le Président. Je commencerai peut-être par les réservistes historiques, qui sont les volontaires issus du service national. Ils ont effectué leur service national militaire avant sa suspension et ont ensuite signé un engagement de servir dans la réserve. En baisse permanente depuis 2000 et par la force des choses, ils représentent encore 12% des réservistes opérationnels aujourd'hui. Mais il faut être conscient que ce sont des réservistes qui sont très fidèles, puisqu'ils ont en moyenne une fidélité d'environ 20 ans de service au sein de la réserve. Donc leur disparition prochaine aura un impact sur cette durée d'engagement dans la réserve. Et ce sont aussi des réservistes qui souvent tiennent des fonctions d'officiers au sein de la réserve. Donc, ce qui pose la question de leur remplacement à terme. Deuxième catégorie de réservistes, ce sont les anciens militaires d'actifs, vous l'avez évoqué, qui ont signé un engagement de service dans la réserve après leur radiation des cadres ou des contrôles. Leur part semble s'être stabilisée au taux de 34%, et leur ancienneté moyenne est évaluée entre 5 et 7 ans. Enfin, depuis 2000, ce sont les volontaires sans expérience militaire préalable, directement issus de la société civile, que nous nommons par simplicité les ab initio. Leur proportion a progressé par étapes successives pour se situer en 2023 à 54%. Mais leur ancienneté évolue entre 3, au sein de la réserve, évolue entre 3 et 7 ans. 3 ans dans la marine nationale, 7 ans dans la gendarmerie nationale et environ 6 ans au sein de l'armée de terre. Quelques différences de profil avec l'active. Un peu plus de femmes, elles sont 23,5% dans la réserve quand elles ne sont que 18,5% au sein de l'active. Une moyenne d'âge plus âgée également. Plus de soldats, 32% dans la réserve, 15% dans l'active. Et plus d'officiers, 27% dans la réserve et 13% dans l'active. Et par voie de conséquence, beaucoup moins de sous-officiers chez les réservistes, aussi bien au sein des armées que dans la gendarmerie nationale. Enfin, des réservistes souvent plus diplômés, notamment chez les militaires du rang. Le statut des réservistes se caractérise par son caractère dual. Les suggestions des militaires ne pèsent sur les réservistes que pour autant qu'ils exercent une activité dans la réserve, et dans cette seule mesure. Ils bénéficient pour ce temps d'activité des mêmes contreparties que les militaires, pour autant qu'elles soient pertinentes. Ainsi, à grade égal et à activité identique, ils perçoivent la même solde et les indemnités et primes attachées à cette activité, mais par exemple, ils ne touchent pas l'IGAR.
Une autre illustration de cette différence de statut tient au droit pour un réserviste de se syndiquer dans le cadre de son activité professionnelle civile, mais bien sûr, possibilité qui disparaît en tant que réserviste. La grande différence tient à l'application du principe de disponibilité d'une façon qui est réduite à la portion congrue. Le réserviste n'a pas l'obligation d'être disponible en tout temps et en tout lieu, à la différence du militaire d'active. Le statut n'impose pas d'accomplir un nombre de jours et que ce soit la loi ou le décret, n'implique pas d'accomplir un nombre de jours prédéterminé. L'engagement de servir lui-même ne comporte pas non plus un engagement d'accomplir un nombre minimum de jours. Il prévoit en principe d'être disponible et de répondre à une convocation. Mais si le réserviste décline cette convocation, voire n'y répond pas, aussi longtemps qu'il ne s'agit pas d'une convocation dans le cadre d'un arrêté ou d'un décret, c'est-à-dire d'une période de crise, il n'encourt aucune autre sanction que de ne pas être rémunéré, de ne pas connaître d'avancement, voire de voir son contrat rompu ou non renouvelé. C'est un statut en apparence séduisant. Séduisant pour le réserviste puisqu'il permet de s'engager sur la base du volontariat au profit du pays, de se rendre utile dans une communauté marquée par la fraternité des armes, le sens des valeurs et les traditions. Il répond ainsi au statut, aux attentes des jeunes, comme le montrent les résultats des enquêtes et sondages menés tant auprès des réservistes qu'auprès des bénévoles, pour autant qu'une fois qu'ils se sont engagés, ils soient vraiment sollicités à hauteur de leurs attentes. C'est un statut également séduisant pour les forces armées car elles peuvent bénéficier de renforts et d'appui à temps partiel à moindre coût, ce que ne permet pas le statut militaire proprement dit. À un moindre coût que l'actif car le temps de formation est moins long. Le cas échéant, de bénéficier d'apports de volontaires dans des domaines que ne maîtrisent pas les militaires d'actifs. Je pense aux réservistes spécialistes. Et de ne faire appel à eux que dans la stricte mesure des besoins des forces armées, besoins qui peuvent être minimes ou être bridés par des contraintes budgétaires. Une traduction de cette souplesse est la très grande disparité du nombre de jours de réserve accomplis par chaque réserviste en 2023. Si la moyenne s'établit à 35,5 jours par an pour les réservistes du ministère des Armées et à 26,6 jours par an pour ceux de la Gendarmerie nationale, certains réservistes accomplissent plus de 150 jours par an. Ils étaient 317 en 2023, soit un quasi plein temps. Et 33% des réservistes accomplissent 75% du nombre total des jours de réserve accomplis sur une année. Mais en sens inverse, 13%, c'est-à-dire environ 100 000 réservistes, n'ont effectué aucune activité sur la même année 2023. Et 50% des réservistes font entre 1 et 30 jours. Cette souplesse peut s'avérer un faux semblant. Elle peut s'avérer un faux semblant parce que, précisément, le réserviste qui souhaiterait être appelé peut ne pas l'être autant qu'il le souhaiterait. Et en sens inverse, les forces armées peuvent faire appel à des réservistes qui ne répondent pas présents quand elles le voudraient. Avant d'en venir aux recommandations du Haut Comité, je voudrais vous exprimer combien les membres ont été impressionnés par les réservistes qu'ils ont rencontrés. Au-delà de leur grande diversité, par leur motivation, leur sens des responsabilités et la motivation et la disponibilité de nombre d'entre eux, alors même que, je viens d'y insister, ce statut est extrêmement souple. Et je voudrais évoquer deux ou trois personnes sans les nommer. Je pense en particulier à une jeune sous-officier, cadre intermédiaire dans une PME locale, qui s'est engagée très jeune dans la réserve, comme soldat, il y a plus de 15 ans, qui a gravi les échelons et gagné des galons, puisqu'elle est devenue sous-officier, et qui était fière d'avoir pu partir en mission Liban, et qui consacre à la réserve tous ses week-ends et jours de congé. Je pense également à ce jeune qui poursuit des études supérieures et qui est engagé dans la réserve de la Gendarmerie nationale. Et pour lui, la réserve est avant tout un moyen de servir son pays. Le cas échéant aussi, de tester une éventuelle activation lorsqu'il aura fini ses études. Alors, il poursuit au travers de cet engagement, alors même que la solde qu'il perçoit ne lui suffit pas pour financer ses études et qu'il est donc contraint, en plus de son engagement militaire, d'accomplir des jobs d'été au tarif horaire plus rémunérateur. Je pense enfin à cet ancien appelé du contingent, officier de réserve, qui commande une unité de réservistes et à laquelle il consacre plus de 100 jours par an, sans compter
le temps personnel, en dehors de toute convocation et donc de toute rémunération, qu'ils passent à préparer la mission à venir. Je voudrais aussi témoigner de ce que nous avons pu constater de la mobilisation de l'encadrement militaire, que ce soit au sein des armées que de la gendarmerie nationale, à définir une nouvelle doctrine d'emploi et des modalités de mise en œuvre qui donnent tout son sens aux objectifs chiffrés définis par la loi de programmation militaire et par la loi et la LOPMI. Nous avons constaté les amorces de changement au point de courir le risque que qu'une fois le rapport remis, certains des éléments de constat s'avèrent d'ores et déjà dépassés parce que les choses auront déjà évolué. Autre élément, c'est que l'augmentation chiffrée prévue tant par la loi de programmation militaire que par la LOPMI est un vrai défi. C'est un défi car l'appareil militaire est déjà sous forte tension pour remplacer chaque année les réservistes dont le contrat n'est pas renouvelé. Le taux de renouvellement, qui est de 8% des effectifs pour l'active, se monte à entre 16 à 18% pour les réservistes. L'objectif chiffré de programmation annuelle des réservistes du MINAM correspond à une augmentation de 50% du nombre des recrutements à effectuer chaque année. C'est aussi un défi pour que ceux qui se sont engagés répondent présents le moment venu. Ce défi ne nous a pas paru hors de portée. Au-delà de la nécessité de mettre en œuvre les différentes mesures mentionnées dans la loi de programmation militaire pour mieux connaître la réserve, mieux faire connaître la réserve, notamment auprès des jeunes, pour cultiver l'esprit de défense, susceptible de susciter des vocations de réservistes et de faciliter leur emploi. La première recommandation, et la principale sur laquelle je voudrais insister, est celle de garantir les moyens financiers et humains de cette augmentation dans une logique pluriannuelle et d'assurer leur prévisibilité pour les gestionnaires de terrain. Non seulement la réserve ne doit plus être la variable d'ajustement des budgets militaires, mais les gestionnaires doivent pouvoir inscrire recrutement, définition des missions et planification des activités sur l'année sans à-coup. Le rapport montre que tout gel ou toute restriction budgétaire, et il y en a eu presque chaque année jusqu'en 2023, impacte directement le recrutement et l'activité des réservistes, et non l'inverse, et que cet impact négatif a un effet long. Les candidats qui n'ont pas pu être recrutés parce qu'il fallait attendre le dégel des budgets, ou qui n'ont pas été appelés à servir en attendant à nouveau ce dégel des budgets, et qui sont insuffisamment employés, ceux-ci sont tentés d'aller voir ailleurs et ne reviennent jamais. Les jeunes veulent s'engager, ils veulent s'engager pour servir, et si on ne les sollicite pas à cet effet, soit ils ne persévèrent pas dans leur volonté de s'engager et auprès des armées et vont voir ailleurs, soit ils mettent fin à leur engagement, là aussi pour aller voir ailleurs, là où leur volonté de servir sera mieux employée. Ces dotations budgétaires ne doivent pas seulement concerner la rémunération des réservistes. Elles doivent intégrer les coûts fixes inhérents à l'augmentation prévue. Augmentation des moyens de gestion en ressources humaines, des moyens et capacités de formation, en particulier des locaux. Certaines des unités visitées au début de l'année 2024 craignaient de ne pas pouvoir recruter plus de réservistes en 2024 qu'en 2023, faute de disposer de ces capacités de formation initiale du réserviste. Mais aussi des moyens en matériel. Il faut équiper ces réservistes en tenue, en équipement et en infrastructure d'accueil. Il est essentiel que ces dépenses de soutien soient au rendez-vous. Les réservistes ne doivent pas être les parents pauvres des militaires d'active. Cet effort budgétaire dans la durée ne doit pas non plus se faire au détriment de l'active. Le risque serait d'inciter plus fortement des militaires à partir dès qu'ils le peuvent et, le cas échéant, à rejoindre la réserve, et ainsi d'affaiblir l'active sur lesquels les réservistes doivent s'appuyer. Cette recommandation s'accompagne d'une invitation à clarifier la gouvernance au sein du ministère des Armées. En effet, la priorité accordée à une montée ambitieuse du volume des réserves militaires nécessite de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Le pilotage la définition de la mission doit prévaloir et le pilotage des réserves militaires gagnerait à ne plus se faire uniquement en fonction des ressources disponibles, mais en fonction des objectifs à atteindre. Cela implique une plus grande flexibilité et adaptabilité dans l'emploi des réservistes, c'est-à-dire un pilotage plus agile des ressources dédiées aux réserves. Et cela relève
en tout premier lieu de l'état-major des armées et des états-majors. La seconde recommandation est de mieux connaître les réservistes pour de mieux anticiper leur emploi et mieux partager ces informations. En particulier au sein du ministère des Armées, l'emploi du réserviste dans le civil et ses compétences civiles sont très mal connues quand elles ne sont pas tout simplement ignorées. Pas plus que ne sont documentées les compétences acquises par le réserviste grâce à son activité dans la réserve. Si des sondages et enquêtes régulières permettent de connaître les motivations et le moral des réservistes en général, elles ne le sont pas nominativement et individuellement lors de la signature ou du renouvellement de l'engagement. Il serait pourtant essentiel de connaître les motivations de chaque réserviste, de savoir s'il est disposé à mener d'autres formes d'activité dans la réserve que celle sur laquelle il vient d'être recruté, combien de jours il est désireux et effectivement capable d'assurer pendant la durée de son engagement. Ces informations partagées permettraient d'anticiper la disponibilité du réserviste et de savoir également le moment venu, lorsque le besoin s'en fera sentir pour la défense ou la sécurité de notre pays, de faire appel à un réserviste en dehors même de son cadre habituel, c'est-à-dire en allant chercher ses compétences civiles et pas simplement celles qu'il est venu offrir à la nation. Nous avons pu constater, par exemple, que des pharmaciens s'engagent sur des emplois directement opérationnels qui n'ont rien à voir avec leur qualité de pharmacien. C'est un exemple que je donne, mais il y en a quantité d'autres. Et donc, les armées pourraient, en temps de crise, avoir besoin des compétences civiles et pas simplement des compétences militaires. Il est également essentiel de mieux analyser les missions qui leur sont confiées au regard de l'aptitude physique qui est requise et par voie de conséquence des besoins en formation militaire et d'entraînement, ainsi que du nombre de jours d'activité de réserve nécessaires pour que l'emploi de ce réserviste puisse être réellement utile aux forces armées. Enfin, les gestionnaires et les états-majors doivent disposer des indicateurs permettant de suivre de façon plus fine le nombre de jours effectivement réalisés au regard des attentes exprimées par l'employeur militaire. Cette connaissance plus fine des réservistes et de leurs activités dans la réserve permettra de voir dans quelle mesure le statut actuel du réserviste permet de faire venir suffisamment et suffisamment durablement pour pouvoir compter sur eux le moment venu. Nous n'excluons pas que le cadre actuel, qui est un cadre très souple, qui repose en l'absence de crise ou de situation d'urgence sur l'initiative de l'employeur militaire et sur le bon vouloir des réservistes, ne suffise pas à atteindre l'objectif défini, qui est un objectif de politique de défense. Il convient de se donner les moyens de le vérifier et, en tant que de besoin, de faire évoluer le dispositif. La palette des évolutions est vaste, d'un service universel qui pourrait devenir obligatoire avec un temps militaire à une simple obligation de servir dans la réserve. Le système britannique, sans recourir à la conscription, ni même à l'obligation de s'engager dans la réserve, offre une plus grande prévisibilité pour l'employeur militaire et pour le réserviste en proposant une palette de contrats avec des durées et des intensités très variées, de quelques jours par an à plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans à temps plein, mais avec aussi des contreparties en termes de rémunération, de couverture sociale et de matérialisation de l'engagement de servir. Séduisant sur le papier aussi longtemps que le contexte international n'impose pas de basculer vers un système plus contraignant, ce dispositif est aussi beaucoup plus lourd à gérer. En tout état de cause, il conviendra de renforcer les moyens de gestion, les moyens dédiés à la gestion des réservistes. Autre élément, un point d'attention particulier à l'égard de l'employeur du réserviste, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Le Code de la défense définit ses devoirs à l'égard de ses salariés réservistes. Il prévoit aussi que tout réserviste doit informer son employeur civil plusieurs jours avant une période d'activité dans la réserve, lorsque celle-ci se déroule sur un jour de semaine, c'est-à-dire un temps d'emploi. Le secrétariat général de la Garde nationale a multiplié de façon remarquable depuis plusieurs mois des contacts avec des employeurs civils afin de signer de nombreux contrats par lesquels ceux-ci s'engagent à favoriser l'engagement de la réserve opérationnelle auprès de leurs salariés, au-delà même de ce que prévoit la loi. Mais dans une grande entreprise ou administration, il peut y avoir loin du chef d'entreprise promoteur de la réserve au gestionnaire N+2 dans le service du réserviste, qui peut voir d'un très mauvais œil l'investissement d'un membre de son équipe en dehors des objectifs ambitieux qu'il s'est fixés.
Par crainte que le déroulement de sa carrière civile ne pâtisse de son engagement dans la réserve, moindre avancement ou moindre récompense financière, certains réservistes n'informent pas du tout l'employeur de cet engagement. Ce sont des réservistes que nous qualifions de clandestins. Ils sont au moins 6 à 9% au sein des armées. Le phénomène étant plus marqué chez les réservistes du ministère des Armées qu'au sein de la gendarmerie nationale. Sans doute parce que les effets positifs de cet engagement sont moins directement perçus. Certains effectuent, tout en l'ayant indiqué à leur employeur, effectuent aussi leur activité dans la réserve exclusivement sur leur temps de congé ou leur temps de fin de semaine, là aussi pour éviter tout conflit. Cette pratique de concentrer les jours de réserve sur les fins de semaine et les congés est le fait d'un nombre important de réservistes. Autrement dit, un employeur civil peut tout ignorer de l'engagement de servir de ses salariés ou connaître cet engagement, mais ne pas savoir quand se déroule une telle activité. Cette situation nous semble malsaine à bien des points de vue, à la fois du point de vue du lien armée-nation, mais aussi parce que l'employeur civil peut se trouver démuni le jour où son salarié sera mobilisé dans le cadre d'une période de crise, et aussi parce qu'il peut se mettre en danger la santé de son salarié en l'employant dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec une activité de réserviste que le salarié aurait menée quelques jours auparavant. Voilà. Alors, nous ne proposons pas pour autant de faire évoluer juridiquement la situation, car une évolution pourrait réduire le vivier des réservistes civils, qui, effrayés de voir leur employeur informé, pourraient ne pas s'engager. Et il nous semblerait plus juridiquement pertinent de faire dans l'employeur... Voilà. Et il ne nous semble notamment pas juridiquement pertinent de faire dans l'employeur civil un co-signateur de l'engagement de service. Là, nous semblerait aller trop loin, ne serait-ce que parce que le réserviste peut très bien changer au cours d'un contrat d'engagement dans la réserve d'employeur. Nous recommandons 2 pistes d'évolution. Multiplier les actions pour améliorer la perception que ces employeurs ont de la réserve, mieux valoriser les effets positifs que cet engagement de servir a de façon pour l'employeur lui-même, en valorisant les compétences acquises par le réserviste, ainsi que la contribution apportée à la défense du pays, et ce, au plus près de l'employeur. Et nous préconisons aussi de prévoir que l'autorité militaire informe cet employeur de l'engagement d'un de ses employés, sous réserve que le réserviste ne s'y oppose pas. Voilà, sur ce point. À ces principales recommandations s'en ajoutent plusieurs autres. Une première est de fluidifier le parcours de recrutement, qui prend encore trop de temps aujourd'hui. Et lorsque, au bout de 2-3 mois, la volonté de s'engager n'a pas été concrétisée, très souvent, les jeunes vont voir ailleurs. L'objectif doit être de réduire considérablement le temps entre la manifestation d'intérêt du réserviste, du citoyen, et la signature de son engagement de service. Améliorer la gestion humaine du réserviste en renforçant la fonction RH de gestion des réservistes, en continuant de faire évoluer l'outil informatique dédié, en particulier au sein du ministère des Armées, en améliorant le déroulement, mettant en place le déroulement d'un vrai parcours de réserve et en informant mieux le réserviste sur ses droits et ses devoirs au travers d'un mémento du réserviste. S'agissant de la rémunération et des autres éléments financiers, il nous est apparu que le système actuel, qui aligne la solde et les primes la rémunération du réserviste sur la solde et les primes et indemnités des militaires d'actifs de même grade et catégorie, nous paraît sain et semble d'ailleurs accepté. Donc nous ne proposons pas de la modifier. En revanche, il nous semble essentiel, notamment pour les réservistes du ministère des Armées, de raccourcir le délai moyen de versement de la solde, qui était en moyenne de 77 jours entre le nombre de jours effectués et le versement de cette solde en 2023. Un travail en cours à mener à son terme est d'améliorer le système de concertation avec les réservistes. Les réservistes connaissent encore trop mal l'existence de ce système de concertation. Il faut donc mieux le faire connaître et veiller à mieux et assurer la représentation de tous. Enfin, dernier point de vigilance, c'est améliorer leur protection sociale, complémentaire mais aussi prévoyance en cas de blessure ou de maladie, voire de décès survenu dans le cadre de l'engagement dans la réserve. Dans le cadre du développement précisément de cette protection sociale pour les militaires d'actifs, le réservisme ne doit pas être oublié. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, en espérant ne pas avoir été trop long.
Merci, Madame la Présidente. Donc la parole est pour 2 minutes à Thibault Meunier pour le Rassemblement national. Vous m'entendez? C'est bien. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, entré comme simple militaire du rang dans la réserve, devenu sous-officier puis officier, et ayant eu l'honneur de commander une section de combat, je peux attester que la réserve est l'outil idoine pour éveiller l'esprit de défense chez les Français. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ambition affichée par le ministère des Armées, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de porter le nombre de réservistes à 100 000 hommes à l'horizon 2035. Mais à la lecture des 216 pages de votre rapport, je constate avec regret qu'un fossé demeure toujours entre les objectifs louables inscrits dans l'article 7 de la nouvelle LPM et les réalités de nos réserves, confrontées à des difficultés de communication, de recrutement, d'employabilité et de fidélisation des engagés volontaires. À ce titre, 2 chiffres issus de votre rapport m'ont particulièrement interpellé. Tout d'abord, la moyenne de jours d'emploi des réservistes de 31 jours, en baisse continue depuis 2017, malgré un rebond en 2022. Et plus inquiétant, les 13 000 réservistes des armées qui effectuent moins de 10 jours d'activité par an, dont plus de 7 000 n'effectuent aucune activité. À l'heure où le renforcement de nos capacités de défense commande le passage du modèle de réserve dite intérimaire à un véritable réservoir de force structuré en unités immédiatement mobilisables dans des fonctions d'intervention, ces 2 chiffres ont de quoi nous inquiéter. Pour répondre à ce problème structurel, vous formulez des recommandations de bon sens, comme la sanctuarisation des moyens alloués à la réserve opérationnelle, trop souvent considérée comme la variable d'ajustement du budget de nos armées. Une meilleure connaissance des réservistes, en particulier de leur activité professionnelle, civile, afin de garantir leur employabilité en cas de mobilisation, ou encore une forte incitation des employeurs publics privés. À ce titre, pourquoi ne pas réfléchir à un dispositif d'exonération de charges comparable à celui déjà en vigueur pour les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires? Mais permettez-moi une réflexion plus globale que d'ailleurs vous abordez partiellement tout au long de ce rapport. L'impératif de rehausser la durée minimale d'engagement pour lutter contre la sous-utilisation des réservistes qui entraîne trop souvent une baisse de motivation de l'engagé volontaire. Ne faudrait-il pas s'inspirer des réflexions de nos voisins nordiques et allemands? Merci, mon cher collègue. Il m'en reste une. Que pensez-vous de la création d'un véritable garde national qui pourrait être rapidement mobilisable et constitué, par exemple, d'engagés volontaires à temps plein sur une période déterminée? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Corinne Vigny. Pardon, excusez-moi. Madame la Présidente, la parole est à vous pour répondre à cette première question. Oui, mais merci pour cette question. Sur l'exonération de charges pour l'employeur, ça peut être une des pistes. Il y en a beaucoup. Voilà, on s'était dit aussi que ça pouvait être un levier à mettre en évidence dans les appels aussi à candidature pour les marchés publics, parce que ce sont, mais ça supposerait de modifier la loi, ce sont des éléments qui peuvent être valorisés et qui sont très importants pour les entreprises, notamment les PME, qui sont parfois celles qui peuvent avoir le plus de difficultés à libérer des salariés et du temps de réserve. Alors, c'est vrai que nous avons été préoccupés par le nombre important de réservistes qui ne font aucun jour d'activité ou un faible nombre de jours d'activité. La difficulté pour aller plus loin dans nos propositions, c'est que la raison de cette situation est mal connue. Ça peut tenir au fait que le réserviste n'a pas été appelé. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'au moment où on le recrute, si on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire, on renonce à signer son contrat, ou qu'au bout d'un temps de formation, on lui dise vous ne faites pas l'affaire, ou il faut que vous alliez chercher ailleurs parce que le type de réserve dans lequel vous vous êtes engagé ne convient pas? Donc on ne sait pas si c'est parce que finalement les armées ne trouvent pas appelé le profil de ce réserviste, ou bien si c'est parce que l'ayant appelé, finalement le réserviste n'est pas disponible. Et ce qui est vrai, c'est qu'au moment où un réserviste s'engage, surtout quand l'engagement porte sur plusieurs années, et on le voit avec des étudiants, ils peuvent être très disponibles au moment de leurs études, et puis arrive le premier emploi professionnel, ça peut impliquer déjà un changement de zone géographique. Or, la gestion des réservistes se fait par armée et même par gestionnaire local, donc il peut y avoir une perte d'information. Ça peut tenir aussi au fait d'une vie personnelle aussi qui l'implique plus. Voilà, faut-il rompre, faut-il sanctionner le contrat, ou bien faut-il d'un commun accord dire que pendant 1 ou 2 ans, on met
en berne et on réduit le nombre de jours d'activité pour le réactiver. Parce que malgré tout, si ce réserviste a déjà eu une formation, il pourra être réemployable plus facilement qu'un nouveau réserviste ab initio. Donc il nous semble que tout ça réside dans une gestion, dans une meilleure connaissance du réserviste et de ses capacités à donner du temps, et dans une, une gestion RH beaucoup plus fine, mais ça implique de renforcer les moyens de gestion RH, qui n'est pas non plus très simple à une époque où les gestionnaires RH sont très demandés sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Corinne Vignan pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je tiens à vous remercier pour votre présentation et la qualité de votre rapport que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Il nous rappelle le rôle essentiel des citoyens réservistes qui s'engagent et concourent à la protection de la nation, à l'esprit de la défense et au lien armée-nation. L'invasion de l'Ukraine et le retour de la guerre haute intensité en Europe nous a amenés à entreprendre une refondation globale de notre système de réserve. Cet impératif s'est traduit dans la LPM 2024-2030 avec un objectif ambitieux, celui de porter le nombre de réservistes à 80 000 d'ici 2030, puis à 105 000 en 2035, soit un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'actifs. D'ailleurs, vous soulignez dans votre rapport qu'atteindre cet objectif chiffré est possible. Toutefois, 2 sujets ont particulièrement retenu mon attention. L'armée connaît mal ses réservistes, leurs aptitudes ou leur expérience dans le civil. Or, afin d'attirer des nouveaux réservistes, les compétences personnelles et professionnelles pourraient être mieux ajustées avec les besoins de nos armées. N'est-on pas plus efficace lorsqu'on fait ce que l'on sait faire avant ? Donc, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Donc, ce point m'intéresse. D'autre part, l'employeur qui n'a aucune relation présente ou passée avec la chose militaire n'a pas forcément un intérêt à recruter des réservistes dont l'absence le pénalisera peut-être dans l'organisation de sa structure. Aussi, Madame la Présidente, quelles sont vos recommandations concrètes pour sensibiliser les chefs d'entreprise privés, hors BITD, au recrutement des réservistes? Je vous remercie. Madame la Présidente, merci. Alors, sur la mauvaise connaissance des réservistes, ce que nous avons pu constater, c'est qu'un certain nombre de réservistes s'engagent volontairement pour faire autre chose que ce qu'ils font dans le civil. Je vous parlais de ce pharmacien qui était très heureux, qui ne souhaitait pas du tout s'engager au sein du service de santé des armées et qui était très heureux de faire des missions opérationnelles au sein d'un régiment de chars. Et donc, vous voyez, rien à voir avec... Et on l'a constaté aussi avec un médecin qui, certes, servait au sein du service de santé des armées, mais on avait évoqué avec ce médecin la possibilité que dans son cabinet, il fasse, par exemple, à titre de réserviste, des visites médicales pour soulager le système de santé des armées. Et il nous dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux faire, c'est de faire de la santé des armées, le faire dans un cadre collégial. Donc certaines personnes viennent chercher tout à fait autre chose que ce qu'ils font dans le civil. Et si on leur disait, on va vous cantonner à ce que vous faites dans le civil, il n'est pas certain qu'ils viendraient. Mais pour autant, ça ne doit pas dissuader, au contraire, de mieux connaître, encore une fois, ce réserviste sur tout ce qu'il sait faire et sur son emploi dans le civil. Pour nous, ça nous paraît absolument essentiel. Et parce que dans le cadre d'un dialogue, il peut toujours être possible de l'amener à faire autre chose. Nous en sommes tout à fait convaincus. L'autre élément aussi, c'est que les armées sont d'ores et déjà à la recherche et les forces armées de profils de spécialistes qu'elles recrutent en tant que tels et qui apportent leurs compétences à ce titre. Ça, c'est évident que c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre. Alors, s'agissant de mieux faire connaître et de mieux valoriser pour des employeurs qui ne connaîtraient pas bien les armées ce que peut être l'apport d'un réserviste, il nous semble que ce que fait d'ores et déjà la Garde nationale est précieux, qu'il appartient aussi à chaque unité présente sur un territoire, que ce soit de la gendarmerie nationale ou des forces armées ou des armées, d'associer des entreprises, de faire connaître ce qu'elles font, de faire connaître ce que les réservistes peuvent leur apporter et de témoigner, notamment en invitant aux cérémonies de remise de décoration, de félicitations, pour bien montrer tout cet apport. Et donc ça relève de la pratique, mais ça nous semble essentiel d'aller de l'avant en ce sens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est Abdelkader Lamar pour la France Insoumise, Front Populaire. Je vous remercie au nom du groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire pour cette présentation très instructive. Dans votre rapport, vous écrivez que la réalisation des objectifs d'augmentation de réservistes à l'horizon 2035 passera par, je cite, « la mise en œuvre active des dispositifs de renforcement du lien entre les jeunes et les armées ». Vous évoquez de plus la possibilité laissée ouverte par la loi de programmation militaire 2024-2030 d'une généralisation du service national universel. Or, ce SNU a justement été présenté par les gouvernements successifs comme un dispositif visant à renforcer l'implication, notamment des jeunes générations, dans la défense nationale. En témoignent les mots de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui, ici même, avait loué en mai dernier les vertus d'un SNU qui inculque aux adolescents la souffrance, la discipline et les rites. Tout un programme. Les tares du SNU sont pourtant nombreuses et documentées. La Cour des comptes a montré dans son rapport de septembre que la généralisation du dispositif à l'ensemble d'une classe d'âge pourrait coûter jusqu'à 5 milliards d'euros par an. C'est autant d'argent enlevé au reste du programme jeunesse et vie associative ou qui pourrait servir à la montée en puissance de la réserve telle qu'envisagée par la loi de programmation 2024-2030. La Cour pointe également en conclusion que le développement du SNU ne s'est pas accompagné d'une clarification de ses objectifs qui restent incertains. Et en effet, croit-on vraiment que c'est par un séjour de cohésion de 2 semaines proposé à des mineurs de 16 ans que l'on va renforcer le lien entre les jeunes et l'armée ? Qui peut dire ici sérieusement que ces 2 semaines vont conduire à une montée en flèche des vocations militaires ou à un plus fort engouement pour l'engagement dans la réserve? Il est clair aujourd'hui que le SNU ne remplit pas ses objectifs et sa généralisation n'y changera rien. Si l'on souhaite une réelle montée en puissance de la réserve, n'est-il pas plus pertinent de miser sur une conscription citoyenne de plusieurs mois à la majorité qui pourrait, sur la base du volontariat, s'effectuer dans les forces armées? Un tel dispositif n'est-il pas plus à même de créer un vivier de recrutement pour la réserve opérationnelle que le gadget SNU? Merci, cher collègue. Madame la Présidente. Monsieur le Président, sur ce point, le Haut Comité n'a rien exclu. Nous avons souligné qu'il y avait une palette de possibilités. Nous sommes conscients aussi que, vous l'avez souligné, la généralisation du SNU serait très coûteuse. Et ce à quoi nous pensions, c'était plutôt un temps militaire pour ceux qui s'engagent dans le SNU. En tout cas, mieux faire connaître cette possibilité, mieux l'organiser. Voilà, il faudrait aussi chiffrer le coût d'une conscription sur plusieurs mois. Tout dépend aussi des besoins, de ce sentiment de besoin. Ce que nous avons pu constater, c'est que là où il y a des structures militaires, des régiments, des bases militaires, il y a un effort pour mieux faire connaître auprès des différents centres de formation et des jeunes qui étudient la possibilité de s'engager dans la réserve avec des contrats qui sont signés et que cela porte son fruit. Donc c'est un moyen pour les armées de recruter et des réservistes et de former des jeunes. On l'a constaté, y compris dans des écoles d'ingénieurs et des grandes écoles parfois un peu plus éloignées et avec un souci de... Donc il nous semble qu'en attendant une éventuelle évolution législative sur ce point, car ça ne pourrait se faire que par la loi, il faut développer ces mécanismes qui permettent une meilleure connaissance dans toutes les franges de la nation de cette possibilité d'engagement dans la réserve et des différentes facettes de cet engagement. Merci, Madame la Présidente. La parole est Anna Pic pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je souhaite aujourd'hui vous interroger sur la place des collectivités territoriales dans le cadre du développement de nos réserves. À la lecture de votre rapport, la condition militaire des réservistes apparaît comme un frein à l'expansion de nos différentes réserves, principalement du fait des contraintes rencontrées par les réservistes pour concilier leur engagement avec leur vie civile. Pourtant, rien ou presque n'est évoqué en son sein s'agissant de la possible proximité qui pourrait exister entre l'armée et le territoire où elle est présente. Lors de la précédente législature, ma collègue députée Mélanie Thomas a eu l'occasion de réaliser un rapport sur la défense et les territoires, lequel traitait notamment du lien à réinventer entre nos collectivités territoriales
et nos armées. Ce constat, je m'y associe pleinement et je tiens à souligner que celui-ci participe plus largement à la réflexion que nous devons collectivement avoir sur la centralité du processus décisionnel en matière de défense. À titre d'exemple, sur le territoire sur lequel je suis, à Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère des Armées et la CAF de la Manche, la ville a récemment inauguré une crèche militaire d'une capacité d'accueil de 40 berceaux. Outre le renforcement de la fidélisation et de l'attractivité des carrières pour les militaires professionnels, ce type d'établissement est un exemple concret de ce dont pourraient bénéficier les réservistes au cours de leur engagement. En effet, c'est en facilitant la conciliation des vies professionnelles, personnelles et celles de réservistes sur leur territoire de vie que nous réussirons à attirer de nouveaux profils et que nous nous donnerons les moyens de remplir les importants objectifs que nous nous sommes fixés en matière de recrutement lors de la dernière loi de programmation militaire. À ce titre, les collectivités territoriales ont, me semble-t-il, un rôle déterminant à jouer. Ma question est donc la suivante. Quels sont, selon vous, les principaux axes de rapprochement entre collectivités territoriales et nos corps d'armée s'agissant du développement des réserves? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs rapports que le Haut Comité, dans le cadre desquels le Haut Comité recommande de renforcer les contacts entre les infrastructures et les responsables militaires sur le terrain et les collectivités territoriales, à tout point de vue, pour l'amélioration de la condition militaire. Donc nous l'avions fait dans le rapport sur la mobilité, nous l'avons fait aussi dans le cadre du rapport sur les officiers, parce qu'il nous semble que c'est indispensable, parce que c'est dans le cadre de réponses locales ou pour l'emploi des conjoints que ces questions pourront être abordées. Et lorsque nous recommandons de développer des conventions de partenariat local pour les réservistes, ça ne concerne pas simplement les employeurs privés, mais ça concerne aussi les collectivités territoriales, bien sûr. Surtout que la loi garantit une capacité d'emploi plus importante au sein de l'administration publique qu'au sein des entreprises. Le nombre de jours que l'employeur public doit rémunérer est plus important, puisqu'il est de 30 jours au lieu de 15 de mémoire. Voilà. Donc pour nous, ce rapprochement et cette meilleure connaissance locale, elle inclut bien sûr les collectivités territoriales. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Alexandra Martin pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, au nom du groupe de la droite républicaine pour ce rapport précis et éclairant. Vous l'avez dit, les réservistes ne doivent pas être les parents pauvres de l'active, ni en termes d'aptitude sur le terrain, ni en termes de reconnaissance de la nation. Il joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre public, de la protection de nos concitoyens. Il renforce les rangs, notamment de la gendarmerie, lors de besoins opérationnels accrus, que ce soit dans des périodes d'urgence ou pour sécuriser des événements comme les Jeux Olympiques. Cependant, leur capacité à remplir ces fonctions essentielles est liée à leurs compétences ainsi qu'à leur entraînement, notamment dans le domaine du tir. Et nous savons qu'aujourd'hui, les entraînements au tir sont pour eux très limités, voire nuls. Ne serait-il pas envisageable d'octroyer à ceux qui le souhaitent une licence de tir sportif ou de leur en faciliter l'exercice, l'accès, afin de leur permettre d'améliorer leur aptitude de façon continue? D'autre part, nous le savons, pour les réservistes d'active, il est très compliqué d'accéder à une décoration nationale, la Légion d'honneur ou l'Ordre du mérite. Les conditions d'éligibilité sont draconiennes. Et aussi, à l'heure où, on le dit, l'engagement des réservistes doit être encouragé, où ils s'affirment comme un outil de résilience qui renforce par leur action la cohésion nationale et sont résolus au service de notre pays. Ne pourrait-on pas assouplir les conditions d'éligibilité de certaines décorations, comme la médaille militaire? Merci. Merci, Madame. Merci, chers collègues. Pardon, Madame la Présidente. Alors, sur les compétences et l'entraînement au tir, notamment pour la gendarmerie nationale, je répondrai peut-être de façon plus générale. C'est vrai qu'on a constaté que parfois, pour le recrutement de réservistes, il y a,
une application un peu rigoureuse des règles, une tendance à considérer que le fait de servir pour les forces armées implique des compétences qui ne sont pas tout à fait reconnues. On a pu constater qu'en termes de plongée, un plongeur professionnel était obligé de repasser un certificat de plongée pour pouvoir être plongeur au sein de la marine ou de la gendarmerie maritime, ce qui nous paraissait tout à fait inadapté. Donc il nous semble qu'il faut revisiter ce genre de choses et qu'il ne faut exiger une formation proprement militaire que lorsque la formation acquise dans le civil n'est pas suffisante ou n'est pas adéquate. Mais qu'en revanche, quand il y a équivalence, il n'y a aucune raison d'aller exiger, parce que c'est du temps de formation en plus et qu'il faut être capable de reconnaître qu'un entraînement civil équivaut à un entraînement militaire lorsque tel est le cas. Sur la question des décorations, là aussi, nous recommandons que chaque fois que c'est possible, les mérites d'un réserviste soient reconnus. Alors, assouplir, il faut être vigilant aussi, parce que le système est d'ores et déjà très souple. Il ne faudrait pas non plus que ce soit une des incitations à faire le nombre de jours attendus du réserviste. Mais il est clair que dans certains cas, les conditions posées pour accéder soit à des avantages qui sont promis, je pense qu'il y a notamment la question du permis de conduire qui était promis, mais il fallait une certaine ancienneté que très peu de jeunes sont capables d'avoir une durée de contrat et d'engagement suffisamment longue pour pouvoir en bénéficier, alors que ça attire beaucoup de jeunes, cette promesse. Et la même chose pour les... voilà. Et nous proposons également d'ajuster les règles de contingentement pour la remise de ces décorations, pour qu'effectivement les réservistes ne soient pas oubliés, parce que cette reconnaissance est importante pour eux comme pour les militaires d'active. Et c'est une façon aussi de témoigner aux autres du rôle qu'ils jouent. Merci, et merci, chers collègues, d'avoir évoqué la médaille militaire, qui est certainement la plus belle médaille de nos armées. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci pour ce rapport qui aborde notamment sur plusieurs points la question du recrutement et de la fidélisation des réservistes. Alors sur ce volet-là, je voulais aborder deux choses. Quelles seraient les actions concrètes que le Haut Comité peut envisager pour rendre la réserve beaucoup plus attractive en direction de tous les jeunes? Et quand je dis tous les jeunes, c'est bien ceux qui sont issus de tous les milieux, qu'ils soient ruraux, quartiers politiques de la ville, etc., etc. Un autre volet concernant l'attractivité, qui pourrait être en lien avec des missions d'intérêt public. Et là, je veux faire l'articulation avec les défis humanitaires et environnementaux que nous connaissons et qui sont en train de devenir de plus en plus prégnants, que ce soit à l'échelle planétaire, européenne ou au niveau national. Et ça pourrait se décliner à travers des missions d'engagement pour la résilience environnementale, la gestion de crise liée au changement climatique. Donc, on connaît les épisodes de sécheresse, mais qui ne sont pas que des épisodes, qui deviennent de plus en plus structurels. Pareil pour les inondations et les feux. Donc, sur ce volet-là, je pense que nous avons tout à fait des leviers pour rendre la réserve attractive. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente. D'ores et déjà, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et même de la LOPMI, c'est ce souci d'attirer tous les jeunes est vraiment au cœur des préoccupations des états-majors, que ce soit des armées ou de la gendarmerie nationale. C'est plus facile pour la gendarmerie nationale parce qu'elle est beaucoup plus présente sur tout le maillage du territoire, parce que son travail est également beaucoup plus visible, son activité, ce qu'elle apporte à la nation est aussi beaucoup plus visible pour les jeunes. Donc la capacité d'engagement est plus facile et plus direct pour la gendarmerie nationale que pour certaines, que pour les armées, en tout cas vis-à-vis de certains publics qui les voient moins. Il faut aussi, tout dépend de la nature de l'engagement, il faut aussi que le jeune soit capable d'apporter quelque chose, qu'il soit aussi en capacité physique de le faire. Mais c'est là où la journée citoyenne peut être aussi, puisqu'elle est imposée à tous les jeunes, un moyen de faire mieux connaître la réserve. Et là-dessus, je crois que les forces armées se sont engagées à aller dans ce sens. Mais on le disait, faire mieux connaître au travers de tous les leviers de formation pour ceux qui sont formés ou d'emploi par l'employeur. Ça peut être aussi voilà. Enfin,
pour nous, il n'y a pas de doute qu'il faut faire feu de tout bois parce que c'est aussi le lien armée-nation. Alors, s'agissant des missions, les missions, elles ne peuvent être que celles des forces armées. On ne va pas les modifier non plus. Donc, vous évoquiez les défis humanitaires et environnementaux. C'est peut-être plus dans le cadre de la gendarmerie nationale que ce type d'engagement peut trouver à s'exprimer qu'au sein des armées elles-mêmes qui sont moins mobilisées sur ce terrain-là. On va pas les armées sont en train d'intégrer dans leur stratégie l'emploi de réservistes, mais voilà, c'est à mission inchangée, si j'ose dire. Merci. Merci Madame la Présidente. La parole est à Christophe Blanchet pour les démocrates. Merci Monsieur le Président, Madame, merci à vous. Je ne sais pas si je dois me réjouir et être enchanté que notre rapport que nous avions écrit avec notre collègue Jean-François Parisgi en 2021 soit encore d'actualité en écoutant vos propos. Et je prendrai un exemple concret sur les réservistes clandestins. Vous avez évoqué très justement que beaucoup d'entre eux ne se déclarent pas à l'entreprise de peur d'être discriminés, ou lorsqu'ils se déclarent, ils ont peut-être aussi été discriminés, et au prud'homme, cela n'est pas reconnu parce que ça ne figure pas dans les critères de discrimination par la loi. Il a fallu des jugements en cour de cassation pour revaloriser l'aspect discriminatoire dans certaines entreprises. Pourtant, il existe 25 critères de discrimination et je vais prendre le temps de les rappeler dans le temps qui m'est imparti. Le sexe, l'âge, l'origine, le lieu de résidence, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race, à une nation, à une religion, le patronyme, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, la situation de famille, la grossesse, la perte d'autonomie, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, la vulnérabilité économique apparente, la domicilialisation bancaire, les mœurs, l'opinion politique, l'activité syndicale, l'opinion philosophique ou le bizutage. Vous avez dit, Madame, il faut qu'ils soient sollicités à hauteur de leurs attentes, mais il faut aussi qu'ils soient respectés à hauteur de leur engagement. C'est ce que nous avons vu avec mon collègue Parisgi, c'était le mot reconnaissance. Alors ma question sera simple, Madame. L'engagement citoyen pour la France dans une réserve ne devrait-il pas faire partie de ces critères de discrimination au travail, afin de garantir que nos réservistes ne soient plus des clandestins, et afin de garantir que dans 3 ans, on n'ait pas encore à faire le même constat? Merci, chers collègues. Madame la Présidente. Oui, merci, monsieur le député. Nous avons surtout cherché à agir sur des leviers positifs, c'est-à-dire donner envie de ne pas discriminer, donner envie d'employer des réservistes, sachant que ce n'est pas parce qu'un critère n'est pas énuméré par la loi que pour autant il ne serait pas actif. C'est-à-dire que si la personne arrivait à prouver qu'il a reçu un moins bon traitement parce qu'il est réserviste, je pense que ça tomberait tout autant sous le coup des critères nominatifs, enfin, voilà, avec cet inconvénient-là. Mais le plus dur, c'est souvent d'ailleurs de prouver que la cause de la discrimination, de l'établir et d'aller en plus en procès contre son employeur, ce qui n'est jamais, voilà, ce qui est parfois aussi dissuasif. Donc, nous préférons jouer plutôt sur l'image positive, c'est-à-dire donner envie, et donner envie pas simplement aux dirigeants d'entreprise, parce qu'on a vu des dirigeants d'entreprise, de très grandes entreprises, qui sont tout à fait désireux, qui ont un discours qui pousse à recruter des réservistes, mais ce que nous disent au sein des mêmes entreprises des réservistes, c'est de dire mon chef immédiat, c'est pas le même discours. Voilà, donc on voit qu'il y a et que faire bouger les mentalités, faire bouger, ça prend du temps, mais ça suppose aussi que les armées soient capables de montrer, d'expliciter mieux ce que le réserviste a acquis en étant engagé au sein de la réserve. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que certains réservistes sont parfois plus mobilisés par leur engagement dans la réserve que par leur engagement dans l'entreprise. D'où le fait que certains y accomplissent un nombre de jours considérable. C'est 100, 150 jours, c'est presque un temps plein. Enfin, en tout cas, ça commence à empiéter sérieusement sur l'engagement professionnel. Mais on voit qu'ils trouvent dans cet engagement de réserviste une raison, une motivation beaucoup plus forte parfois que celle qu'ils ont dans leur emploi permanent. Et ça, c'est... Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Didier Lemaire pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. La thématique de votre rapport est bienvenue, alors que la loi de programmation militaire prévoit un doublement des effectifs de réserve afin d'atteindre à terme un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'active.
L'un des enjeux majeurs que vous identifiez clairement est la conciliation entre la vie professionnelle et la carrière militaire des réservistes. Vous le rappelez justement dans votre rapport, la relation avec l'employeur civil est essentielle. Or, on remarque que les réservistes effectuent souvent intentionnellement leur temps d'activité au titre de la réserve pendant les week-ends, leurs congés ou leurs jours de RTT. En conséquence, un nombre significatif d'employeurs publics comme privés ignorent ainsi que certains de leurs salariés ou agents ont signé un engagement à servir dans la réserve. Bien entendu, des solutions existent. On peut notamment saluer l'action de la Garde nationale pour signer des conventions avec des entreprises labellisées, partenaires de la défense, comme ça a été suggéré plus tôt. Vous suggérez aussi l'envoi systématique d'une lettre de l'autorité militaire à l'employeur, sauf si le réserviste indique à l'autorité militaire qu'il s'y oppose. Peut-on aussi envisager une montée en puissance des conventions entre la Garde nationale et les entreprises ? Je me demande aussi s'il ne devrait pas être nécessaire, dans un cadre de montée en puissance de notre réserve, imaginer que l'engagement dans les réserves soit prévu au sein même de l'ensemble des conventions collectives négociées entre salariés et employeurs, afin de protéger assez largement ce statut dans le dialogue social. Je serais intéressé d'avoir votre opinion là-dessus. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la présidente. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci pour cette question. S'agissant des conventions de la Garde nationale, pour nous, c'était déjà quelque chose, l'augmentation de la signature de ces conventions, pour nous, c'était déjà quelque chose qui était en cours. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait de recommandations particulières, parce que nous avons senti le secrétariat général de la Garde nationale pleinement motivé et engagé dans l'augmentation de ce nombre de conventions. Nous avons simplement recommandé qu'elles ne soient pas des conventions avec uniquement des grandes entreprises ayant de taille nationale ou internationale, mais qu'elles interviennent aussi beaucoup plus localement et qu'elles irriguent davantage le tissu local des PME, parce que précisément c'est un moyen de diversifier aussi les profils de ceux qui s'engagent. Et sur la possibilité de convention négociée, pour nous, et c'est d'ailleurs à l'initiative du Parlement que les dispositions visant à renforcer les engagements des entreprises au profit des réservistes ont été inscrits dans la partie du code, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, dans la partie du Code du travail qui ouvre la voie aux négociations collectives. Et donc pour nous, c'est précisément... Alors nous n'avons pas eu le temps de rencontrer des syndicalistes parce qu'il aurait fallu les rencontrer tous qui siègent au sein du Conseil national de la réserve nationale, de la réserve militaire. Mais il nous semble que c'est une des voies à explorer, c'est-à-dire qu'il faut que les partenaires sociaux, et nous l'avons évoqué avec les représentants des employeurs, s'emparent de ce sujet précisément pour aller plus loin en proposant davantage de jours et parce que c'est une façon de mieux faire connaître aussi au sein des entreprises et parmi les salariés l'intérêt que présente l'engagement dans la réserve. Donc pour nous, ça va de soi. Merci Madame la Présidente. La parole est à Yannick Favennec-Becco pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Monsieur le Président. Et pardon pour la sonnerie de téléphone intempestive. Et je confirme que notre mission n'est pas impossible. La difficulté quand on passe dans les derniers, Madame la Présidente, c'est que beaucoup de réponses ont été apportées à beaucoup de questions. Il y en a une sur laquelle peut-être je ne suis pas sûr de vous avoir entendu, c'est la grande disparité que mentionne votre rapport dans le nombre de jours d'activité réalisés par les réservistes. Quelles solutions sont envisagées pour harmoniser la participation des réservistes et tout en répondant aux besoins des forces armées, en particulier dans des missions critiques telles la cybersécurité ou les OPEX? Je vous remercie. Alors, Monsieur le député, nous ne proposons pas d'harmoniser ce nombre de jours d'activité parce qu'il nous semble que nous proposons d'inviter chaque force armée, chaque armée, à mieux connaître les besoins correspondant à chaque poste d'emploi d'un réserviste, c'est-à-dire et à mieux définir par avance sur tel emploi, il nous faut combien de jours. C'est-à-dire que vous avez des emplois techniques et les états-majors d'armée en sont bien conscients, sur lesquels ils auront besoin de quelques jours, une dizaine de jours, parfois une vingtaine de jours, pas plus. Donc c'est pas la peine de demander à cette personne de s'engager sur 40 jours. À l'inverse, plus vous êtes sur des missions opérationnelles, plus vous avez besoin, en plus du temps de servir, d'un temps d'entraînement, de préparation. Donc il faut que la durée du temps soit en rapport avec le contenu de la mission et des besoins identifiés par l'employeur et aussi tenir compte de la capacité du volontaire à venir ou non. Donc nous, ce que nous préconisons plutôt, c'est d'ajuster davantage
individuellement l'identification du besoin en fonction de l'emploi du réserviste et de sa capacité à donner. C'est dans cette voie-là que nous proposons d'aller. Et l'autre élément, peut-être pour revenir sur d'autres questions, c'est qu'il nous semble important, il y a un des éléments qui attire les réservistes ou qui les retient, c'est la non-fiscalisation, parce que vous avez évoqué la rémunération, certains d'entre vous qui leur est versée, c'est la non-fiscalisation de la solde qui leur est versée. Ça ne figure nulle part dans les textes, c'est appliqué. Pour nous, c'est quelque chose qui doit être impérativement pérennisé. Alors, à voir s'il faut l'inscrire noir sur blanc dans les textes, puisque pour le moment, c'est toujours respecté. Mais voilà, il nous semble que c'est quelque chose qui est essentiel. Et que si ça devait évoluer en sens inverse, ça, pour le coup, ça ferait partir beaucoup de réservistes. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Marina Red-Arbelot du groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, Yaorana. Je vous remercie pour la présentation que vous avez donnée du 18e rapport thématique du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire consacré aux réserves dans les armées cette année. Ce rapport se concentre sur la condition militaire de la réserve opérationnelle de premier niveau, composée pour moitié de citoyens volontaires sans expérience militaire issus de la société civile. Il s'agit donc d'examiner les sujétions, les droits, les obligations particulières qui s'appliquent aux réservistes lorsqu'ils sont en mission au sein des forces armées. Ce rapport offre un panorama détaillé de la situation des réservistes en abordant un large éventail d'aspects allant des caractéristiques statutaires aux dimensions économiques, sociales et culturelles qui peuvent influencer l'attractivité de la réserve. Néanmoins, la condition des réservistes dans les territoires ultramarins n'apparaît pas clairement dans ce rapport. Les témoignages, les auditions, les visites ou les contributions rassemblées par le HCECM dans son enquête n'abordent pas les spécificités liées à l'outre-mer. Pourtant, les conditions des réservistes peuvent varier fortement selon que l'on se trouve en hexagone ou dans tel ou tel territoire dit d'outre-mer en raison de facteurs structurels, opérationnels ou organisationnels. Pour illustrer mon propos, je prends l'exemple de la protection sociale ou la réparation de préjudices à la suite d'une blessure ou d'une maladie imputable au service du réserviste en Polynésie française. La Polynésie est une collectivité à statut particulier qui assure la protection sociale de ses habitants à travers la CPS, Caisse de prévoyance sociale. Mes questions, existe-t-il une convention spécifique au traitement des réservistes avec la CPS? C'est un exemple. Et dans un ordre plus général, comment le HCECM intègre-t-il dans ses recommandations les spécificités ultramarines? Je vous remercie. Merci, chers collègues. À vous, Madame la Présidente. Oui, merci Madame la députée. Merci d'appeler notre attention sur ce point. Alors, c'est vrai que nous n'avons fait aucun focus sur l'aspect territorial ou sur un territoire particulier, que ce soit les territoires, les collectivités ultramarines, ou que ce soit même, par exemple, la région parisienne, où on peut considérer qu'il peut y avoir des problématiques un peu différentes. Le sujet était très vaste, il ne nous était pas possible dans le temps imparti, parce que malgré tout, voilà, entre le travail sur la revue annuelle, nous consacrons environ 6 mois à l'étude, mais je prends note de votre question, et c'est vrai que de façon plus générale, c'est plutôt au sein de notre revue annuelle de la condition militaire que nous essayons d'approfondir chaque question en tenant compte aussi des particularités de chaque territoire. Nous sommes bien conscients qu'en Polynésie française, mais c'est aussi le cas en Nouvelle-Calédonie, la couverture sociale n'est pas assurée de la même façon. Elle n'est pas assurée par l'État, mais elle est assurée par la collectivité elle-même. Et donc, ça pose des questions différentes. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas approfondi à proprement parler cette question, mais lorsque nous invitons, nous recommandons à mieux prendre en compte la situation du réserviste dans le cadre de la protection sociale, pour nous, c'est dans chaque territoire, là où, que ce soit en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, là où elle pose des questions différentes. Merci Madame la Présidente. La parole est à Bernard Chez pour le groupe UDR. Monsieur le Président, Madame la Présidente, merci pour votre présentation. Nous convenons tous du rôle important que jouent les réservistes dans notre modèle d'armée, tant au niveau opérationnel qu'en apport de compétences exogènes, que pour renforcer le lien armée-nation qui nous est cher. Comment envisagez-vous de renforcer la communication et la coopération avec les employeurs privés, et je cite plus particulièrement les très petites et les moyennes entreprises, afin d'éviter les conflits de disponibilité sans crainte que cela provoque des réticences de la part des employeurs?
pouvons-nous envisager au niveau national, de façon simple et efficiente, de conventionner ou un conventionnement sur le modèle de ce qui se fait avec le SDIS, certains d'entre eux, du reste, ayant des politiques très volontaristes. Toujours dans cette optique, le groupe UDR, au nom duquel je m'exprime, pense que l'on pourrait créer un label employeur engagé ou employeur partenaire, reprenant la charte graphique des armées, afin de créer une incitation pour l'employeur. Cette incitation pourrait être également sous forme d'un abattement fiscal. Depuis la crise du Covid, cette volonté d'engagement est forte, à la fois chez les individus comme chez les employeurs. Ce désir de servir devrait être exploité afin de permettre à la fois de faire connaître la réserve et d'encourager les employeurs à soutenir ou du moins à ne pas restreindre les personnels civils qui souhaiteraient s'engager. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la présidente. Oui, monsieur le président. Monsieur le député, alors le label, vous avez évoqué le label employeur engagé ou partenaire, il existe d'ores et déjà ce label. Et mais c'est vrai que si les entreprises ne savent pas que qu'elles comptent au sein de leurs salariés des réservistes, elles ne peuvent pas à ce titre le solliciter. Et il appartient peut-être aussi aux armées ou à la gendarmerie nationale qui emploie des réservistes de mieux faire connaître la possibilité pour les employeurs de solliciter ce label. D'où le fait que nous préconisons notre recommandation qui est que l'employeur militaire informe l'employeur civil, lorsque le réserviste ne s'y oppose pas, de cet engagement. Parce que ça permet de nouer un dialogue et notamment d'indiquer à cet employeur civil qu'il peut solliciter ce label, et surtout s'il a plusieurs salariés en son sein, parce que parfois ça fait boule de neige, qui sont employés. Donc ce serait un moyen. Nous, plutôt qu'une mesure au niveau national, nous pensons davantage que c'est au niveau local et par des contacts plus étroits et une meilleure connaissance. Alors, vous évoquiez l'engagement auprès des SDIS, mais c'est vrai qu'un employeur civil peut mesurer davantage ce qu'un de ses salariés employés au sein d'un SDIS peut lui apporter au regard de ce qu'un engagement dans les armées d'un de ses salariés peut lui apporter. Donc là aussi, il faut mieux faire connaître tout ce que son salarié a gagné en compétences, que ce soit savoir-faire et savoir-être, auprès de cet employeur pour mieux le valoriser et faire en sorte que les employeurs soient d'autant plus volontaires de voir et accordent de meilleures conditions de travail à leurs salariés employés comme réservistes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses efficaces et synthétiques, ce qui nous permet d'être dans les temps. Donc nous avons de nombreuses questions, nous en avons 7. Donc on va les séparer en deux salves, une première salve de 4 coups et une deuxième salve de 3 coups. Et donc je laisse la parole pour 1 minute à Florence Goulet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, comme en témoigne votre rapport, le constat est aujourd'hui unanimement dressé, tant par les autorités militaires que politiques, que les forces armées ne pourraient pas accomplir toutes leurs missions sans les réservistes. D'ailleurs, la loi de programmation militaire 2024-2030 en prévoit le doublement. Le rapport mentionne également la possibilité d'une généralisation du SNU. Le groupe Rassemblement national est plus que réservé sur cet éventuel projet. Nous sommes cependant intéressés par la position du Haut Comité sur l'éventuelle inclusion d'une composante militaire dans ce service national pour renforcer les effectifs de la réserve et sensibiliser davantage la jeunesse aux enjeux de la défense. Par ailleurs, avez-vous constaté une hausse d'un engagement dans les réserves à la suite d'une participation au SNU? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, nous savons tous ici que l'habit ne fait pas le moine, mais nous avons peut-être été nombreux à découvrir que le treillis faisait, lui, le réserviste. Et permettez-moi ce clin d'œil à cet officier de réserve que vous citez dans votre rapport pour introduire ma première question. Elle porte sur l'amélioration des équipements des réservistes. N'est-il pas nécessaire désormais d'aligner le système de points des réservistes pour renouveler ses effets, son équipement à celui des actives? Je pense tout particulièrement aux réservistes de la gendarmerie. Est-il normal que les gendarmes de réserve doivent s'acheter eux-mêmes, sur leur denier, une lampe de poche pour pouvoir opérer un contrôle routier la nuit? Deuxième question, en écho au débat de la semaine dernière avec le chef d'état-major des armées sur le besoin d'une cohésion nationale renforcée. Pour les étudiants,
une activité dans la réserve militaire est bien moins rémunératrice que les emplois étudiants classiques. Une solde journalière équivaut à environ 5 heures de travail rémunéré au SMIC horaire. Vous l'avez pointé, Madame la Présidente, dans vos propos introductifs. Pourquoi ne pas lancer une bourse spéciale évitant aux jeunes réservistes, qui sont très largement des étudiants, d'arbitrer entre leurs besoins en termes de rémunération et leur motivation à servir dans la réserve, à servir leur pays, et favoriser ainsi l'attractivité de la réserve et un meilleur équilibre générationnel. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Josie Pouetto. Oui, merci, Président. Madame Salem, ma question ne porte pas sur les conclusions de la mission d'enquête proprement dite, mais sur l'évaluation des cas de violences sexuelles et sexistes au sein de la réserve en particulier. À ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, puisque nous avons reçu donc le rapport, la réserve ne semble pas faire l'objet d'un éclairage particulier. Alors peut-être que c'est à juste titre, mais avez-vous des éléments d'appréciation à nous communiquer, s'il vous plaît? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, si l'état des réserves est un véritable baromètre de l'esprit de défense d'une nation, l'engagement de ces dites réserves n'est performant que lorsque le système qui les structure est exigeant. Les événements en Ukraine ayant remis en lumière l'importance de la masse lors d'un conflit de haute intensité, les réserves ont ainsi pu retrouver leur importance. Si le recrutement est un sujet majeur, celui de la fidélisation et de la mobilisation le sont aussi. En effet, dans votre rapport, une information marquante, qui a déjà été évoquée plusieurs fois, mérite notre attention. Si le nombre moyen de jours d'activité réalisés par un réserviste s'élevait en 2023 à 31,4 jours, ce chiffre cache cependant une grande disparité. D'un côté, quelques centaines de réservistes sont mobilisés plus de 150 jours par an, alors que 13 000 réservistes ont été mobilisés moins de 10 jours, dont plus de 7 000 ne l'ont jamais été. Et ce chiffre doit évidemment nous interpeller. Recruter, c'est bien, mobiliser et fidéliser, ceux qui sont déjà là, c'est mieux. Madame la Présidente, pouvez-vous nous préciser vos recommandations quant aux revalorisations des indemnités? Si j'ai bien compris, dans vos propos tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il n'y aurait aucune revalorisation des indemnisations. Et pouvez-vous aussi nous donner plus de précisions concernant les avantages sociaux pour les réservistes? Merci. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces questions qui permettent d'aller un peu plus loin encore dans le débat. Alors, nous avons comme piste d'évolution, la généralisation du SNU a été évoquée, elle n'est pas recommandée par le Haut Comité, elle a été envisagée. Et ce qui nous a semblé, c'était que si elle survenait, ce serait d'y inscrire une composante militaire pour permettre à ceux qui seront engagés, ce serait une façon pour eux. Tous les jeunes ne souhaitent pas forcément s'engager dans les armées, mais ce serait, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin dans la composante militaire. Ce que nous avons constaté, c'est qu'un des facteurs de recrutement des réservistes, c'est par exemple le fait d'avoir fait une préparation militaire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont été en contact ou qui, avec, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à titre personnel, dans la famille, avec des militaires qui n'ont pas forcément voulu s'engager directement dans les armées, mais qui ont eu connaissance de l'existence de la réserve et qui voient que c'est une façon pour eux d'avoir une activité militaire, de sonder leur intérêt, ou en tout cas d'apporter leur contribution au pays, sans pour autant être militaire à plein temps. Donc ça, c'est ce que nous avons pu constater, et c'est beaucoup aussi par le bouche à oreille, au sein lorsqu'ils suivent des formations, au sein des formations par d'autres jeunes qui sont eux-mêmes réservistes. Nous n'avons pas constaté d'éléments particuliers liés au SNU, c'est plutôt lié à des préparations militaires. Alors, sur l'amélioration des équipements, que ce soit au sein de la gendarmerie nationale ou des armées, les états-majors sont conscients que les réservistes sont un peu les parents pauvres, tout en nous mettant en garde sur deux points qui sont que le souci de la qualité de leur équipement pousse les réservistes, comme certains militaires, à aller chercher le meilleur équipement. Ce n'est pas qu'on ne leur a pas donné, mais qu'eux ont souhaité améliorer encore leur équipement. Et c'est vrai que nous avons entendu beaucoup de réservistes nous dire que leur équipement leur a coûté au moins 1 000 €, ce qui parfois représente à peu près ce qu'ils ont touché au titre de leur pays. Mais ça montre aussi que leur engagement, en tout cas pour les jeunes, n'est pas forcément lié à la volonté aussi d'en tirer une rémunération. C'est vraiment la volonté de servir leur pays.
Donc les états-majors sont conscients de ces questions et auront comme priorité à l'avenir que l'équipement des réservistes se fasse dans les mêmes conditions que l'équipement des militaires d'active. S'agissant de la question des étudiants et des bourses spéciales, voilà, encore une fois, nous considérons que rémunérer plus un réserviste qu'on rémunère un militaire d'actif peut avoir un effet d'éviction, parce que le risque, c'est d'inciter un militaire d'active à ne pas arrêter son engagement, en tout cas militaire sous contrat ou d'actif, son engagement, parce que s'il se rend compte qu'il peut cumuler un engagement civil avec une rémunération dans la réserve et une meilleure rémunération dans la réserve, on a un risque d'éviction qui, dans certains cas, existe déjà, qui sera encore plus fort. Donc il nous semble que la rémunération n'est pas le point de blocage. Il y a d'ores et déjà aussi des primes qui sont promises aux étudiants, des bourses. Ce qu'il faut plutôt, c'est veiller à ce que cette promesse soit bien tenue et que les conditions fixées pour la donner ne soient pas trop exigeantes en termes de nombre de jours d'activité ou de durée de l'engagement pour évincer. Mais il y a d'ores et déjà des choses qui se font. Donc notre idée, c'est plutôt de dire allons jusqu'au bout et versons bien, parce que certains nous ont dit on avait vu cette prime de 1 000 €, mais nous, on ne l'a pas touchée. Voilà. Sur la réponse à cette question. Sur les violences sexuelles et sexistes, comme chaque fois, nous avons auditionné des réservistes et nous les avons auditionnés en l'absence de tout autre militaire, de sorte que s'ils avaient des points à évoquer, ce point n'a pas été évoqué. Ce qui arrive... Très souvent, les réservistes sont d'ailleurs employés par d'autres réservistes et encadrés par d'autres réservistes. C'est un point sur lequel on n'a pas à appeler notre attention, mais il va de soi pour nous que les réservistes ne doivent pas être moins bien traités et qu'ils doivent bénéficier bien sûr des mêmes dispositifs d'accompagnement qui leur sont d'ailleurs ouverts, et que la réponse ne doit pas être moindre si jamais il y avait une violation de la loi sur ce point, quelqu'un concerne un réserviste ou un militaire d'actif. Pour nous, il ne doit pas y avoir de différence de traitement. C'est évident. Mais nous ne l'avons pas abordé parce que la question n'a pas été soulevée, en tout cas par les réservistes eux-mêmes. Par rapport donc au faible nombre de jours par an, sur la question des indemnités, je crois y avoir répondu. Ils touchent la même solde et les mêmes indemnités, pour autant que c'est pertinent qu'un militaire d'active. Et encore une fois, nous ne voyons pas de raison de faire évoluer ce point. Et s'agissant de l'engagement sur le nombre de jours par an, tout dépend bien sûr de l'emploi du réserviste et du besoin que l'on en a. Pour nous, ce qui est important, c'est de bien faire connaître les besoins par avance sur un emploi de réserviste et faire en sorte qu'effectivement le réserviste y réponde en tant que de besoin. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai quelques questions qui se sont rajoutées entre-temps, donc finalement nous en aurons 5. Et donc la parole est à Mathieu Bloch. Monsieur le Président, Madame la Présidente de Salins, Monsieur le Secrétaire Général, certains de nos alliés mobilisent régulièrement leurs réservistes dans des missions extérieures, parfois aux côtés de leurs forces d'active. C'est le cas avec le Royaume-Uni, avec le Territorial Army, ou des USA avec leur garde nationale. Celle-ci a d'ailleurs représenté 40% des effectifs déployés en 2005 en Irak et en Afghanistan. Pourriez-vous, Madame la Présidente, nous indiquer combien de réservistes seraient effectivement mobilisables en unité combattante rapidement en cas de déclenchement d'un conflit extérieur qui nécessiterait leur déploiement? Par ailleurs, nos réservistes, notamment R01, participent-ils aux exercices conjoints menés avec nos alliés sous l'égide de l'OTAN afin de leur permettre de s'adapter rapidement aux contraintes du commandement OTAN si le besoin ultérieur se révélait nécessaire? Merci, chers collègues. La parole est à Pascal Jeft. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'aimerais cibler mes propos sur la réserve à destination de la Gendarmerie nationale. Les renforts de réservistes sont évidemment nécessaires lors des grands événements tels que les Jeux olympiques, comme ça a été dit tout à l'heure. Cependant, force est de constater qu'une vague de démissions est en cours au sein des gendarmes d'active. Il est observé plus de 15 000 départs en 2022 et ça continue. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi de programmation militaire de 2023 a prévu d'augmenter les réservistes employés par la gendarmerie nationale de 30 000 en 2022 à 50 000 en 2027.
En revanche, une certaine partie des réservistes ne peut pas être disponible en raison d'obligations universitaires ou professionnelles. Leur temps de réserve ne correspond pas toujours à celui des unités de terrain. À cela s'ajoutent des contraintes budgétaires qui peuvent limiter les convocations. Au vu de ces éléments, on peut craindre un manque d'effectifs, et ce, malgré le nombre de réservistes. Madame la Présidente, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour s'assurer que la réserve de gendarmerie soit certaine? Il y a là un double enjeu, soulager les brigades de gendarmes d'actifs pour stopper les démissions et peut-être créer une chambre de recrutement via l'expérience de terrain. Je vous remercie. Merci. La parole est à Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voudrais vous poser 2 questions. Vous évoquez dans votre rapport très rapidement la question des indemnités kilométriques des réservistes, indiquant que notamment le remboursement était effectué sur la base d'un billet de seconde classe SNCF. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de réservistes qui doivent utiliser leur véhicule personnel, ce qui crée des dépenses supplémentaires, avec notamment un barème kilométrique qui est relativement faible, même si effectivement les finances publiques là-dedans sont importantes. Mais on a aujourd'hui des réservistes qui, du coup, donnent véritablement financièrement aussi pour leur engagement. Un autre point aussi qui remonte du terrain, c'est cette problématique de ressources humaines, notamment sur la gestion territoriale de la réserve. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de composante nationale sur la gestion des ressources humaines peut empêcher, notamment au gré des mobilités des réservistes, de pouvoir répondre à leur engagement, leur volonté d'engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Michèle Martinez. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Alors que notre Assemblée va enfin examiner le projet de loi de finances pour 2025, j'aimerais revenir sur les conséquences des gels de crédits sur le budget de nos armées. Des gels et surgels de crédits conséquents entraînent cette année encore une fin de gestion difficile et affectent de nombreux postes budgétaires. Des dépenses jugées à tort comme secondaires sont potentiellement décalées dans le temps. Je pense notamment aux dépenses allouées au casernement et au logement des militaires, de réserve comme d'actifs. Le logement ne devrait pas être une variable d'ajustement. Il peut être un atout ou au contraire un frein dans le recrutement et la fidélisation, des enjeux cruciaux pour l'objectif ambitieux de doubler la réserve. Nous ne pouvons que déplorer des conditions de casernement et d'hébergement qui restent parfois très dégradées malgré les objectifs affichés lors de la dernière LPM. Dans ce contexte, quelles sont vos préconisations en matière de casernement et de logement pour le prochain PLF? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Sabine Tillier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Pourriez-vous nous apporter peut-être un éclairage quant à la réserve en cyberdéfense? Elle a été établie sous le commandement de Comcyber. Nous avons même, depuis 2024, un bataillon de renseignement de réserve spécialisé qui a été créé au sein de la brigade de renseignement et de combat cyberélectronique. Nous avons également la réserve opérationnelle numérique qui doit renforcer les entreprises de la base industrielle et technologique de défense dans une logique de préparation en économie de guerre. Est-ce qu'il y a suffisamment de réservistes et quelle est leur situation un peu spécifique dans ce cadre? Merci. Merci, chers collègues. Et enfin, la dernière question de Yannick Chenevard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué les notions de récompense et notamment l'accès à certains ordres pour les réservistes. Il semble, en tout cas, des informations qui nous remontent, que en fait, ça dépend des chancelleries par arme. Il y a des chancelleries qui sont évidemment plus performantes que d'autres. Et par ailleurs, il est intéressant de constater que parfois, malgré la durée des services, 20 ans, 21, 25 ans de service dans la réserve, eh bien, les gens n'accèdent pas notamment aux ordres, alors qu'en fait, s'ils en faisaient la demande à titre civil parce qu'ils sont dans une association ou autre, ils l'obtiendraient. Donc je pense que, et j'imagine que de votre côté, ça a fait partie d'un certain nombre d'interrogations, car tout ça participe à la fidélisation et évidemment à la reconnaissance que la nation leur doit. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, à vous la parole. Monsieur le Président.
Alors, nous ne sommes pas en capacité d'indiquer combien de réservistes seraient mobilisables sur une opération extérieure ou en cas de crise. Ce dont nous pouvons témoigner, c'est que dans les unités opérationnelles dans lesquelles ils sont employés au sein des armées, ils ne sont pas exclus, loin de là, et a fortiori au sein du service de santé des armées, ils ne sont pas du tout exclus des projections extérieures, que ce soit en OPEX ou dans des missions. J'ai évoqué le fait que récemment, quelques réservistes avaient été projetés au Liban. Donc voilà, il n'y a pas, à la différence du système britannique ou même américain, où il est possible de s'engager pour servir exclusivement en OPEX, par exemple, et de s'engager à plein temps sur 1 ou 2 ans, ça n'est pas le cadre du système français. Mais ceux qui sont suffisamment entraînés, qui font preuve d'une suffisante disponibilité et qui ont les aptitudes, parmi ces réservistes, sont, le cas échéant, projetés. Voilà la réponse que je peux apporter à votre question à ce stade. Et il est certain que la capacité de projection d'opération est fonction de la disponibilité en temps du réserviste, parce que ça suppose, a fortiori, d'autant plus d'entraînement, de préparation et puis de disponibilité pendant le temps de projection. Sur le risque, sur le fait que des réservistes soient recrutés au sein de la gendarmerie pour remplacer des gendarmes d'active, il nous semble que la principale réponse, c'est de dire qu'il doit y avoir... Le réserviste, il n'est pas fait pour remplacer un militaire d'actif qu'on ne pourrait pas recruter, parce que là, on n'y arriverait pas. C'est pas possible. Il est fait pour à la fois renforcer le lien armée-nation, parce que le moment venu, les militaires d'actifs ne seront, si en cas de crise, ne seront pas suffisants, parce qu'on a besoin de cette imprégnation entre les armées, les forces armées, leur mission et la nation. Et parce que aussi, sur certaines missions, il est possible d'employer des personnes qui ne sont pas militaires à plein temps. Donc ça suppose d'analyser sur les fonctions quelles sont celles qui remplissent ces missions. Pour nous, c'est vraiment la question à se poser. Mais voilà, il ne faut pas se dire qu'on va remplacer systématiquement un militaire d'actif par X réservistes, parce que là, je crois vraiment que ce serait une erreur grossière en termes de stratégie RH. Alors, sur les indemnités kilométriques, nous avons appelé l'attention sur le fait qu'effectivement, dans certains cas, les indemnités ne suffisent pas à couvrir les frais. D'un autre côté, l'autre question à se poser, c'est de savoir si le réserviste a décidé de s'engager dans une mission de réserve qui est loin de son domicile, voilà, et il y a aussi de sa part d'engagement. Donc, dans quelle mesure les armées doivent-elles prendre en compte cette volonté, parce que peut-être qu'il avait une possibilité d'engagement en tant que réserviste plus proche de chez lui. Donc, il y a un point à arbitrer en cela. Mais nous avons décelé quelques failles du dispositif d'indemnisation, notamment au sein de la gendarmerie nationale, selon que la mission est ou non. Et là, l'état-major de la gendarmerie nationale en est bien conscient et va régler ce problème. Alors, sur la question des dépenses de casernement et d'hébergement, notre recommandation, c'était un rapport sur les réserves et pas sur l'hébergement ou le logement. Nous l'avons déjà traité et nous le suivons dans le cadre de la revue annuelle. Mais pour nous, il est clair qu'il ne doit pas y avoir de différence de traitement, en tout cas entre les réservistes, et que l'effort doit, dans le cadre des plans successifs, doit persévérer. Il y a déjà une dette. Une insuffisance de mise à niveau de ces logements et de ces capacités d'hébergement, elle doit être comblée autant que possible. Alors, sur la réserve en matière de cyberdéfense, les états-majors que nous avons rencontrés ne nous ont pas alertés sur une difficulté de recrutement en la matière. Donc, et s'agissant de leur rémunération, le choix qui a été fait, ça a été de leur verser une rémunération, très souvent de les recruter comme officiers, pour permettre de mieux les rémunérer, quand bien même n'encadre-t-il pas, afin d'obtenir des contrats un peu particuliers sur cette réserve. Voilà, c'est le statut de réserve spécialiste qui donne plus de souplesse pour pouvoir précisément les recruter à des niveaux de rémunération qui ne les dissuadent pas de venir. Mais très souvent, ce que ces personnes viennent chercher, encore une fois, ce n'est pas la rémunération, c'est le fait d'aider et de contribuer à la défense de leur pays.
Et s'agissant des autres formes de reconnaissance, là aussi, nous préconisons que les réservistes ne soient pas les grands oubliés, et notamment pour les ordres, qu'ils soient tenus compte de leur rapport et qu'ils soient bien remerciés, parce que c'est une façon à la fois de les remercier individuellement, mais de bien montrer l'utilité que des réservistes à ceux qui ne sont pas encore engagés dans la réserve et à ceux qui les emploient. Je vous remercie. Un grand merci, Madame la Présidente, pour vos réponses qui ont été précises. Merci à nos collègues pour ces questions qui étaient pertinentes. Votre rapport nous servira aussi dans notre travail parlementaire, donc je vous remercie. Un message peut-être pour les entreprises, qu'elles retiennent que l'émancipation de leurs salariés passe aussi par la réserve, parce que ça, je l'ai bien entendu, et puis que nous avons aussi valorisé l'engagement dans la réserve à travers les responsabilités sociétales des entreprises. Donc voilà, et puis à nos concitoyens qui nous écoutent, un message, n'hésitez pas à aller sur le site de la Garde nationale et engagez-vous dans la réserve. Voilà, merci pour tout. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre attention à tous, vraiment. Merci.